Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politique haïtienne. Au fait, vous notez que ce matin encore, je vais devoir observer une autre pause par rapport à notre passionnante série sur l'excellence des peuples noirs, sur l'excellence haïtienne. Je dois marquer cette pause aujourd'hui encore, car il y a un premier anniversaire dont nous devons parler. Et le patriote en moi, et surtout l'historien en moi, qui a l'obligation de faire œuvre de mémoire, se sent obligé de mettre de côté l'instant d'une semaine cette passionnante série sur l'excellence haïtienne pour vous parler de la date du 11 mars 2024. Tenez, je vous lance cette petite question d'examen, je vous lance ce quiz. Si je vous dis 11 mars 2024, qu'est-ce que cette date évoque dans votre esprit? Même si je devais vous laisser 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, à moins qu'Internet ne vienne à votre rescousse, la date du 11 mars ne vous dit rien non plus. Eh bien, moi non plus, la date n'avait rien évoqué dans mon esprit. Et pourtant, c'est une date qui aurait pu être importante. C'est une date dont on doit faire mémoire, car elle marque, une fois de plus, notre tendance pathologique à rater des occasions importantes. Eh bien, le 11 mars, c'est la date anniversaire de la démission d'Ariel Henry. Vous vous souvenez de cette mise en scène humiliante pour les Noirs, humiliante pour les dirigeants noirs qui se comportent en petits nègres,
Ariel Henry qui a toujours courbé l'échine devant les Blancs. Vous vous souvenez? On voit les images où il a littéralement, comme médecin, courbé l'échine devant Biden, au point que Biden trouvait la chose gênante. La femme de Biden trouvait la chose tellement humiliante qu'un humain soit à ce point sous-fifre qu'il courbe l'échine au risque de la briser devant Biden. Pour illustrer à quel point il était prêt à tout, pourvu qu'il reste au pouvoir, pourvu que les Américains, pourvu que les Canadiens, pourvu que les Français le gardent au pouvoir. Et pourtant, on se souvient de cette mise en scène embarrassante. Mise en scène au terme de laquelle Ariel a été kidnappé, rien de moins, par le département d'État pour le forcer à démissionner. D'abord, on l'a obligé à se rendre en Afrique. De l'Afrique, on l'a obligé à revenir en Amérique. De l'Amérique, il est parti vers la République dominicaine à destination d'Haïti, et tandis qu'il était en plein air, le département d'État a passé instruction aux autorités dominicaines de le déclarer, rien de moins, persona non grata en plein air. Et là, il a dû rebrousser chemin, si tant est que la formule soit appropriée. Et depuis le Puerto Rico, il a annoncé à son corps défendant sa démission. C'était le 11 mars, les amis. C'est une date qui aurait dû être un tournant dans notre histoire. Ariel Henry, qui représentait le PHTK, le même pouvoir PHTK qui, pas lui seul, il faut avoir l'intégrité intellectuelle de le reconnaître, a détruit Haïti. Depuis, ma foi, 12-13 années. Et les gens qui sont au pouvoir maintenant, c'est des gens qui ont consacré au moins les 3 dernières années à crier haut et fort sur tous les médias, sur toutes les chaînes de télévision, sur tous les médias sociaux, sur toutes les chaînes de radio, qu'il faut une nouvelle gouvernance, qu'il faut une transition de rupture. J'entends encore la voix de Fritz Jean, celui-là même qui est le président du Conseil présidentiel de transition en ce moment. J'entends encore la voix de Antoine Augustin, celui qui aujourd'hui est ministre de l'Éducation. Je réentends leur voix crier sur tous les toits qu'il nous faut une gouvernance de rupture, qu'il nous faut une transition de rupture. Et à les entendre, on pensait qu'ils étaient prêts dès le jour 1 à imprimer au pays une nouvelle direction, à lancer un nouvel ordre pour une gouvernance basée non pas sur la corruption, mais sur le mérite. Mais 1 an après la démission d'Ariel Henry, force est de reconnaître, les amis, c'est mon travail, force est de reconnaître que plutôt que de progresser, nous avons régressé. Si vous voulez une seule unité de mesure pour certifier que nous avons régressé plutôt que progressé, c'est la superficie du territoire contrôlé désormais par les terroristes. Sous Ariel, les terroristes semblaient être encore confinés dans une certaine superficie. Les terroristes semblaient être confinés dans un certain périmètre. Mais là, ils n'ont plus de bornes. On les retrouve partout à Port-au-Prince. Ils chassent la population civile. Ils ont la conviction de l'impunité. Ils sont de mieux en mieux armés. Et même des zones, même des quartiers qu'on croyait imprenables,
sont désormais contrôlés par les terroristes. Et ils sont à ce point convaincus de leur intouchabilité qu'ils sont allés jusqu'à organiser leur propre carnaval. L'État haïtien a dû battre en retraite en annulant, rien de moins, le carnaval officiel de la nation, et cela a permis aux terroristes d'occuper l'espace désormais délaissé par l'État. Ils ont organisé leur propre carnaval. D'un Premier ministre qui ne faisait rien, on se retrouve avec un conseil présidentiel de 9 membres, en plus d'un Premier ministre, en plus d'un gouvernement, qui ne foutent rien. Voilà pourquoi la date du 11 mars ne vous dit rien. Et pourtant, il ne faut surtout pas sombrer dans ce défaitisme qui consiste à dire, mais écoutez, il n'y a aucun espoir. D'Ariel Henry au CPT, on a régressé. À quoi ça sert d'en parler? Non. Nous devons avoir le mal-courage de marquer nos défaites. Nous devons avoir le mal-courage de faire mémoire de nos défaites, de tenter de les expliquer et de continuer à nous projeter dans l'avenir. Je vais rappeler un certain nombre d'événements qui se sont déroulés depuis le 11 mars 2024. Quelques-uns d'entre eux vont nous faire rire. Et je choisirai à dessein de vous faire rire plutôt que de vous faire pleurer. J'ai à l'esprit une chanson de Yol et Dancy des Roses, chanson dans laquelle ces artistes nous disent « Mais mieux vaut chanter que de pleurer ». Eh bien, parfois, mieux vaut rire plutôt que de pleurer. Car nos dirigeants, à force de nous faire honte, finissent par nous faire rire, car on peut rire de honte. Ils sont à ce point incompétents, ils sont à ce point corrompus, que plutôt que de pleurer sur leurs actes, mieux vaut rire. Le rire est une thérapie, vous savez. Le rire peut être un fouet par lequel on essaie de susciter une volonté de soulèvement généralisée. 8 hommes et 9 femmes pour ne rien faire, un gouvernement qui s'agite, mais qui ne fout rien. Des dirigeants qui se payent grassement, qui se payent la traite, comme on dit ici, mais grassement, sur le dos d'un peuple qui n'en peut plus de souffrir. Et le pire, c'est que personne n'a encore le sens de la dignité, personne n'a encore le sens de la honte. Reprenons l'histoire de ces 12 derniers mois. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui encore, tandis que nous allons faire mémoire du kidnapping d'Ariel Henry, de sa démission forcée, et de l'inaction et de l'incompétence et de la corruption du gouvernement actuel, eh bien, nous allons nous dire toute la vérité, nous allons nous dire les vraies affaires. Alors, on a besoin de tous nos esprits, offrez-vous ce qui est nécessaire pour ce faire. Je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde.
Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors, conformément à notre promesse d'avant la pause, faisons mémoire de ce premier anniversaire. Anniversaire embarrassant, anniversaire de cette tendance pathologique chez nous, d'occasions manquées ou d'opportunités manquées. Mais rappelons-nous comment ça s'est passé. C'est mon travail de le faire. Vous vous souvenez que quand les Américains allaient kidnapper Ariel, ils se sont servis des terroristes qui se sont rendus sur le tarmac de l'aéroport et qui ont fait feu sur des avions civils, et ils ont lancé cette phrase « DDN, dehors, dehors, net ». Et ça vous montre comment, et ça c'est très important, bien sûr que l'ambassadeur américain allait l'avouer candidement et impunément, que oui, en tant qu'ambassadeur, ils ont des contacts avec les terroristes, ils savent, hein, des représentants du département d'État, ils savent en temps réel où se trouvent nos terroristes, mais on n'avait pas besoin de cette confession de l'ambassadeur américain. On le voyait bien, ceux qui sont moindrement intelligents peuvent voir comment les choses se sont agencées, comment les choses se sont ordonnancées, comme on dit en public management. Ariel annonce qu'il allait partir pour signer un mémorandum avec le président du Kenya. Et tandis qu'il annonçait son départ, les terroristes, les barbecues, les ISO, les machins ont commencé par dire « s'il part, il ne reviendrait pas ». Et vous prouvez qu'ils étaient sérieux, mais ils ont commencé à tirer en l'air, ils se sont rendus sur la piste de l'aéroport et ils ont fait feu sur un avion. Cela a suffi pour que le département d'État dise, écoutez, ça y est, l'insécurité est à ce point grave qu'on ne peut pas permettre à Ariel de rentrer chez lui. Il faut qu'il démissionne. Ariel s'est entêté à rester au pouvoir, il a pris l'avion vers la République dominicaine et, en plein air, comprenons-nous bien, quand un avion laisse un territoire pour se rendre sur un autre territoire, il ne peut le faire à moins d'avoir préalablement l'autorisation de son pays de destination. Donc, puisque Ariel avait prévu de se rendre en République dominicaine, son avion n'aurait pas pu laisser sol ou laisser terre sans l'autorisation expresse de la République dominicaine. On l'a laissé quitter et en plein air, on lui dit « Non, vous n'êtes plus le bienvenu en République dominicaine ». C'est ainsi qu'on se sert des Noirs qui se comportent en petits nègres, qui se comportent en nègres de maison, s'agissant de leur propre pays, parce qu'ils se livrent les mains liées aux tuteurs occidentaux, aux tuteurs leucodermes. Mais rapidement, les mêmes leucodermes, les mêmes Américains, les mêmes Français, les mêmes Canadiens qui ont programmé le kidnapping d'Ariel en se servant de leurs instruments, les terroristes, car ce sont leurs instruments, on le voit en Afrique. Les terroristes sont des instruments des Français. En Haïti, les barbecues, les ISO, les Vitellum, ce sont des instruments des Américains. Alors, ils se sont servis d'eux pour pousser Ariel hors du pays et pour le garder kidnappé en République dominicaine, enfin aux États-Unis, et tandis qu'Ariel est là, les mêmes blancs, les mêmes leucodermes
allait mettre en œuvre un plan que j'avais dénoncé, vous vous souvenez, en juillet 2021, lorsque, à la suite des obsèques nationales de Jovenel Moïse, mais les ambassadeurs de la France, du Canada et des États-Unis et l'ambassadeur Bob Ray du Canada aux Nations Unies se sont réunis à Fort Lauderdale et ils ont dit, écoutez, on s'en va vers un gouvernement collégial, on va mettre 7 présidents à la tête d'Haïti. Et ça, c'est une formule que Clinton avait déjà utilisée dans ce qui est devenu, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, un gouvernement à 7 têtes. Je l'avais dénoncé en 2021. L'année dernière, j'avais une sympathie pour la formule collégiale, pour des raisons précises, pour 2 raisons en particulier. D'abord parce que la transition se donnait une feuille de route. C'est pour la première fois, et je remarquais que des hommes se sont assis pendant 1 mois pour rédiger une feuille de route qui avait prévu une commission de contrôle de l'action gouvernementale, donc le fameux pouvoir et contre-pouvoir, une feuille de route qui avait prévu une délégation indépendante du Conseil, n'est-ce pas, présidentiel de transition, et c'est cette commission indépendante qui choisirait sur la base de la compétence, sur la base de l'intégrité, sur la base du patriotisme, un Premier ministre. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'avais donné mon appui à cette formule collégiale. Mais la deuxième raison, c'est parce que je m'étais dit, naïvement, a posteriori, je comprends, ex post, je me suis rendu compte que j'étais naïf. Je me suis dit qu'il était difficile, voire improbable, pour 9 personnes de s'asseoir, puisque le Conseil présidentiel est formé de 7 hommes plus 2 autres qui n'ont pas le droit de vote. Je me suis dit qu'il était improbable que 9 personnes s'entendent pour voler sans que quelques-unes d'entre elles ne dénoncent les autres. Et là, je me suis trompé parce que, comme on va le voir, ce sont des gens qui s'entendent pour détourner des fonds publics, ce sont des gens qui s'entendent pour ne rien faire, ce sont des gens qui s'entendent pour placer leurs petits amis dans des postes de l'État, dans des postes diplomatiques, en sorte que, 12 mois plus tard, c'est une autre occasion marquée, une autre occasion ratée, toujours pour les mêmes raisons. L'impréparation de ceux qui sont arrivés au pouvoir, leur incompétence, leur corruption, leur clientélisme, leur népotisme et leur manque de patriotisme. C'est les mêmes ingrédients qu'on retrouve dans le CPT actuel, en sorte que, les amis, 12 mois plus tard, on a régressé. Les terroristes occupent beaucoup plus de territoire qu'avant. Leur périmètre devient plus vaste qu'avant. Leurs sentiments et leurs convictions d'impunité deviennent plus grands que jamais. Et le CPT s'enferme dans son inaction et dans son incompétence. Je ne vais pas reprendre cet anniversaire nécessairement de manière chronologique, on va y aller par faits importants. Je vais même commencer par un événement récent qui, plutôt que de vous faire rire, plutôt que de vous faire pleurer, peut-être va vous faire rire. Imaginez, les amis, il y a quelques mois maintenant, 2-3 mois, je pense que c'était au mois de décembre, sinon au mois de janvier, nous sommes au mois de mars maintenant, que le CPT a annoncé en grande pompe la nomination de Mario André-Sol, du commandant Mario André-Sol. Bon. Mario André-Sol, c'est un ancien militaire, un ancien chef de police qui, selon ce qu'on en dit, n'a pas si mal agi dans sa lutte contre les gangs lorsqu'il était à la tête de la police nationale, de mémoire, pendant la transition de Gérard Latortue. L'homme a la réputation de n'être pas tendre, de ne pas prendre langue avec les bandits, puisqu'il les pourchassait personnellement. Bon. On le nomme secrétaire d'État à la sécurité publique et on fondait beaucoup d'espoir sur l'homme. Depuis sa nomination, quels sont les hauts faits d'armes de
Mario André-Sol? Aucun. Et comme si cela en soi n'était pas suffisant pour qu'on se fâche contre lui, pour qu'on dise « en voilà un autre qui est payé à ne rien faire », j'ai vu une vidéo dans laquelle, plutôt que de s'atteler à la tâche pour laquelle il est payé, on voit Mario André-Sol dans une cérémonie vaudou où il est allé chercher des pouvoirs magiques là. Encore cette foutue pensée magique de nos dirigeants. On vous paye pour penser stratégie. On vous paye pour attaquer les terroristes. Et depuis le moment où vous êtes là, vous n'avez rien foutu. On vous voit bien sûr prendre des photos dans des réunions de stratégie mon œil, mais des réunions qui n'aboutissent jamais. Et comme si cela en soi n'était pas suffisant pour vous forcer à démissionner, on vous voit dans une cérémonie vaudou allant chercher les pouvoirs mystiques des ancêtres. Bon Dieu, je crois au mysticisme, je crois aux entités, je ne m'en cache pas. Mais les lois ne peuvent pas remplacer le courage, les lois ne peuvent pas remplacer l'incompétence, les lois ne peuvent pas remplacer l'inaction. S'il est vrai que le pouvoir doit s'ancrer dans un certain mysticisme, tous les peuples le font. Mais encore faut-il que vous vous sortiez le doigt, n'est-ce pas, du cul, pour faire quelque chose. Vous ne pouvez pas, tandis que vous êtes payé par l'État, vous êtes payé grassement par l'État, sur le dos d'un peuple qui n'en peut plus de souffrir. Vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous ne posez aucune action, sinon que des photos. Hein? Donc, vous faites du marketing politique, vous léchez votre propre image, et plutôt que d'agir, on vous voit dans une cérémonie vaudou, en quête de pouvoir mystique, en quête de protection. En fait, ce n'est pas vous qui avez besoin de protection, c'est la population qui a besoin de protection. On ne vous paye pas pour assister à des cérémonies vaudou, on vous paye pour mettre sur pied, n'est-ce pas, des plans concrets, pour éliminer ces bons dieux de terroristes qui malmènent, qui maltraitent notre population. Bon, puisqu'on reprend l'histoire à rebours, parlons de Fridjan, qui est là depuis, ma foi, quelques semaines maintenant. C'était du burlesque, la passation du pouvoir entre Leslie Voltaire et Fritz Jean. D'abord, Leslie Voltaire a dit, écoutez, le fait par lui de remettre le pouvoir à Fritz Jean confirme leur conviction dans l'alternance. J'ai dit mercredi, j'ai rarement vu un gars aussi imbécile que Leslie Voltaire. J'ai rarement vu un gars aussi sous-fifre. J'ai rarement vu un gars aussi incompétent. Alors, passer le pouvoir au sein du conseil présidentiel à Fritz Jean, c'est ça l'alternance? Mais voyons. Alors, quand François Duvalier a passé le pouvoir à Jean-Claude Duvalier, c'était aussi de l'alternance? Mais a-t-il jamais lu, Leslie Voltaire, un seul manuel de sciences politiques? A-t-il jamais lu un seul dictionnaire de sciences politiques où on définit justement ce qu'est l'alternance politique? Vous avez 9 usurpateurs, 9 corrompus, 9 voleurs, 9 hommes et une femme qui détournent des fonds publics, on va en parler, et qui s'entendent en tant que petits voleurs pour se passer le pouvoir les uns après les autres. Et Leslie Voltaire a eu le culot d'appeler ça l'alternance politique. Mais voyons. Et il n'en est pas à son premier geste d'imbécilité, ce Leslie Voltaire. Vous vous souvenez? L'avez-vous vu au Vatican? Aller rencontrer le pape, qui en passant est malade. Je lui souhaite une rapide guérison. Mais si le pape
pouvait faire un miracle. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Leslie Voltaire, selon son propre dire, est allé au Vatican en quête d'un miracle. Imaginez, la même pensée magique qu'on retrouve chez Mario André-Sol, qui est allé dans une cérémonie vaudou en quête de protection, en quête de pouvoir mystique, incidemment. Vous savez que Guy Philippe, que je n'aime pas du tout, parce que c'est un dealer de drogue, je ne l'aime pas parce que c'est un assassin, mais il n'est pas le seul. J'aime très peu de dirigeants haïtiens pour les mêmes raisons. Vous savez que Guy Philippe était persuadé qu'il avait un don de disparaître. Il est allé voir un Ongan dans sa zone-là, à Pestel, qui lui donnait la garantie que si jamais les Américains allaient venir l'arrêter, mais il se transformerait en anolie. Il a changé en andolite. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Et lui, il avait la conviction d'être intouchable parce que il avait le don de se métamorphoser en anolie. La même putain de pensée magique qu'on retrouve chez les vaudouisants, qu'on retrouve chez les catholiques, qu'on retrouve chez les protestants. Putain de merde. On n'est pas sorti du Moyen-Âge. Hein. Eh bien, donc, je parlais de Leslie Voltaire et j'ai ouvert une parenthèse rapide pour faire un petit crochet vers Guy Philippe. Donc, de Mario André-Sol à Leslie Voltaire, de Leslie Voltaire à Guy Philippe, c'est la même pensée magique. Parlons de Leslie Voltaire puisqu'il fait partie du conseil présidentiel. Il est allé au Vatican en quête de miracles. Le pape n'est même pas foutu d'opérer un miracle pour lui-même. Il est malade là, on craignait sa mort tout récemment. Mais Leslie est allé supplier le pape pour qu'il opère le même miracle que l'Église avait déjà opéré quand la population haïtienne était aux prises avec la petite variole. Et puis donc c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours qui a volé à notre rescousse. Et Leslie Voltaire pince sans rire. Vous imaginez un gars qui est architecte, donc un gars qui s'y connaît en sciences, qui sait compter, 2 plus 2 font 4, un gars qui est à la tête de l'État, donc il devrait comprendre qu'on dirige par la science, qu'on dirige par l'administration publique et non par la pensée magique. Il a fait le voyage depuis Haïti jusqu'en Europe, n'est-ce pas, au Vatican, avec une image de Notre-Dame Secours, enfin Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et il a dit, moi je suis venu au Vatican pour demander au pape de faire un miracle pour Haïti et pour que je puisse personnellement déposer dans les jardins du Vatican un portrait de Notre-Dame du Perpétuel Secours afin qu'on fasse un miracle pour Haïti. Mais vous parlez d'un imbécile. Hein? Et puis il était tout heureux. C'est lui-même qui a tenu une conférence de presse pour expliquer pourquoi il a été au Vatican. Et quand on voit Leslie Voltaire, on dit, mais regarde, c'est le 4e d'une fratrie. Hein. Vous savez, quand on a un certain nombre de complexes, on voit bien que le gars, il est complexé. Il est 4e, il a peut-être toujours voulu être premier pour une fois dans sa vie. Il a été ministre de Jean-Bertrand Aristide, puis de René Préval, mais on est ministre, on n'est jamais premier. Puis là, tout à coup, il a l'occasion d'être premier. Sauf qu'il n'a ni la compétence, ni la préparation pour diriger un pays. Ce qu'il fait, il se rend au Vatican pour demander au pape d'opérer un miracle pour Haïti. Mais vous voyez, avec
Vous voyez avec quel type d'imbécile on se retrouve? Après le Vatican, il est allé où? En France. Bon, voilà. En France, on lui a offert l'occasion, sur un plateau de télévision, de dire pourquoi la France doit rendre à Haïti nos 57 milliards d'euros. On lui a offert l'occasion, lui qui se pique d'histoire, il a parlé de la petite variole, comment l'Église a opéré un miracle, mais il avait l'occasion, sur un plateau de télévision française, de dire au peuple français, nous sommes un petit pays de 27 000 km², après avoir été retenu en captivité par les Français, déclarés esclaves par eux, pendant près de 3 siècles, nous sommes battus, nous les avons vaincus. Et après les avoir vaincus, ils ont bloqué l'économie du pays en nous imposant une rançon mafieuse de 150 millions de francs or, alors évalué à une 50aine de milliards d'euros aujourd'hui. Il en avait l'occasion. Le journaliste lui a dit, mais avez-vous parlé de cette rançon au président Emmanuel Macron? Savez-vous ce qu'il a dit, l'imbécile? Il faut l'appeler Leslie l'imbécile, Leslie l'aliéné. Ah, mais vous savez, le temps est à l'apaisement. Je n'ai pas voulu parler au président Emmanuel Macron de cette dette-là. Et lorsqu'on lui a dit, mais de quoi lui avez-vous parlé? Mais on lui a parlé d'insécurité. Vraiment, Leslie, l'imbécile? S'il est un pays qui a intérêt dans le désordre, dans le chaos haïtien, c'est bien la France. Car comprenons-nous bien, faisons un petit peu de géopolitique internationale. Au moment où plusieurs pays africains disent à la France qu'elle doit leur rendre à eux les ressources que la France a volées, si en plus Haïti devait être stable pour réclamer le remboursement de la rançon de 50 milliards d'euros, la France serait devenue ce qu'elle était au Moyen-Âge, c'est-à-dire avant le pillage de l'Afrique, un pays pauvre. Et plutôt que de chercher à se rapprocher des pays africains, vous avez vu où il a été l'imbécile? C'est vraiment un aliéné. Il a été à l'église, donc au Vatican. Ensuite, il a été chez son patron, le français, pas pour lui dire de rembourser au pays ce que la France nous doit, mais pour parler de sécurité avec la France. Il est à ce point aliéné, à ce point imbécile, à ce point sous-fifre, Leslie Voltaire, qu'il a oublié que lorsque lui-même a congédié Conille, quand c'est Leslie Voltaire qui a congédié Conille, il en avait personnellement contre lui. Un jour après le congédiement de Conille par Leslie Voltaire, Emmanuel Macron l'avait traité de con. Et comme pour prouver à Emmanuel Macron qu'en plus d'être con, il est un sous-fifre, un sous-homme, il est allé en France, pas pour dire aux Français, pas pour dire à l'État français de rembourser à Haïti ce que la France lui doit, mais pour demander à la France d'aider Haïti en matière d'insécurité. Vous parlez d'un con. Et vous savez quoi? Ce Leslie Voltaire a un traiteur en tant que conseiller présidentiel. Il a droit à des frais pour une seconde résidence à Port-au-Prince, lui dont la résidence a toujours été à Port-au-Prince. Il a droit à des frais pour la sécurité, lui dont la mission est de sécuriser le pays, mais il se paie la traite pour se sécuriser plutôt que de sécuriser le pays. Et comme bilan, lorsqu'il était là pendant 4 mois, qu'est-ce qu'il a fait, Leslie Voltaire? Il a organisé 2 rencontres ministérielles binationales. Il était tout heureux. Il a organisé une rencontre ministérielle binationale avec la Colombie, le président colombien. Un gouvernement de corrompus qui organise une rencontre avec d'autres corrompus. C'est à ce point vrai que le président colombien a congédié tout son gouvernement pour corruption. Et Leslie Voltaire était tellement heureux d'amener ses ministres aux frais de l'Haïti appauvri en Colombie pour une rencontre ministérielle binationale. Pour quelle raison? On s'en fout. Il était heureux, il voulait voyager. Et ensuite, il a invité les mêmes ministres colombiens en Haïti à Jacmel pour une deuxième rencontre binationale. Bilan 0 comme dans 0. Et il est tout heureux. Et son chant de cygne, son chant du cygne,
Son dernier geste en tant que conseiller présidentiel ou président du conseil présidentiel, il est allé inaugurer un poulailler au Cail, lui l'ingénieur, poulailler qu'il a fait passer pour aéroport international. Mais quel con, quel flatteur, quel imbécile, ce Leslie Voltaire. Notez qu'il n'est pas plus imbécile que les autres. On va parler des autres. Parlons de Fritz Jean. Il est là depuis quelques semaines. Si Leslie Voltaire, c'est celui qui voyageait juste pour prouver que même s'il est le quatrième de sa famille, il n'est pas si con que cela, même s'il a toujours été second dans les gouvernements de Jean-Bertrand Aristide et de René Préval. Là, au moins, il peut être premier, mais il est premier à prouver son imbécilité. Donc, il s'agitait pour ne rien faire. Il était toujours heureux, Leslie Voltaire, toujours heureux. Heureux à prononcer des discours d'imbéciles. Mais si Leslie Voltaire, c'est un idiot, un con, pour reprendre la formule d'Emmanuel, n'est-ce pas, Emmanuel Macron, mais Fritz Jean, c'est une tombe. C'est terrible. Quand Fritz Jean n'était pas au pouvoir, il donnait des entrevues, il expliquait ce que ça prenait pour la nouvelle gouvernance, il expliquait ce que ça prenait pour un gouvernement de transition, il expliquait ce que la priorité de tout gouvernement devrait être, c'est-à-dire la sécurité. Maintenant qu'il est devenu président du conseil présidentiel, mais il est une tombe. On le voit aussi sérieux qu'une crise cardiaque dans des photos. On le voit aussi sérieux qu'une crise cardiaque dans des rencontres de stratégie, mon cul, avec des militaires qui n'en sont pas, avec des stratèges sur la sécurité publique, mais qui ne connaissent rien à la chose. Il est devenu une tombe. Mon Dieu. Je ne suis pas fataliste du tout, mais quand on regarde la succession de nos dirigeants, mais on se dit... Est-ce qu'il n'y a pas une machine à produire des dirigeants incapables, des dirigeants corrompus, des dirigeants imbéciles, des dirigeants, n'est-ce pas, qui sont là pour se servir? Fritz Jean, qui était là pendant 3 ans sur toutes les tribunes du pays, à expliquer la nouvelle gouvernance, à écrire des livres sur la manière dont le secteur des affaires a kidnappé le pays, maintenant qu'il est au pouvoir. On se demande, mais par où est passée la nouvelle gouvernance? Lui, c'est une tombe. Comme les tombes du pharaon. Des tombes silencieuses. Il dit rien, il ne pipe mot. Donc il ne fout rien. Et le pays s'enfonce dans l'insécurité aux mains des terroristes qui élargissent leur périmètre. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Il faut qu'on dise un mot aussi sur le très incapable Alix Didier Fils-Aimé. Il est là depuis le mois de novembre à la démission de Conille. Lorsque ce conseil présidentiel qui patauge dans l'incompétence, qui patauge dans la corruption, qui patauge dans le népotisme, dans le clientélisme, lorsque ce conseil-là a nommé rapidement Alix Didier Fils-Aimé, j'ai appelé un membre du conseil. J'ai dit, mais pourquoi l'avez-vous choisi? J'ai lu le CV du monsieur, il est aussi léger qu'une plume d'oie. Et vous savez ce qu'on m'a répondu? Vous savez, il est là pour 2 raisons. Parce que, on ne voulait pas se mettre à froid le secteur des affaires, parce que le secteur des affaires voulait
voulait un homme d'affaires comme Premier ministre, mais de deux, parce que c'est le fils de l'autre, hein, vous savez. Bon, c'est vrai qu'il a déjà été candidat, je pense, au Sénat, mais on n'a pas voté pour lui. Mais là, le secteur des affaires le veut. Donc, pour ne pas mettre à froid le secteur des affaires, mais on l'a nommé. Le jour de l'installation de Alix Didier Fils-Aimé, il était aux États-Unis. Il est revenu. Mais pas préparé. Il a sorti un petit bout de papier de sa poche pour ne rien dire dans son discours. Il se lissait la moustache. Donc, de l'improvisation d'un bout à l'autre. Sauf qu'il est là depuis le mois de novembre. Nous sommes rendus au mois de mars, les amis. Rendez-moi fou ou sage. Qu'est-ce qu'Alix Fils-Aimé fait? Rien. Et qui pisait? Le CPT et Alix ont mis sur pied une espèce de task force, donc une espèce de force de sécurité spécialisée. Et devinez qui est à la tête de cela? Alix Fils-Aimé. Lui qui sait absolument rien en matière de sécurité. Entre-temps, les grandes agences financières du pays, les grandes unités qui sont censées rapporter de l'argent au pays sont sous le contrôle d'Alix et donc sous le contrôle de ce même secteur des affaires qui a siphonné la population haïtienne. Et lui, il est là, pas pour faire quelque chose. Il est là pour éviter que le secteur des affaires ne soit à froid avec le conseil présidentiel. Vous voyez? Est-ce que vous vous souvenez de la feuille de route, de l'accord politique de ce conseil présidentiel qui avait mis 30 jours à rédiger un accord? Et qu'est-ce que cet accord avait prévu? Qu'il y aurait une commission indépendante dont la mission serait d'étudier les CV, d'étudier, n'est-ce pas, le profil des candidats pour nommer la personne la plus compétente. Vous notez que 1 an après la démission d'Ariel, il n'y a toujours pas de commission indépendante pour étudier les CV. Il n'y a toujours pas de commission de contrôle d'action gouvernementale. Il n'y a toujours pas de commission sur la conférence souveraine. Vous savez, quand je regarde aller les membres du CPT, j'ai précisément la même tristesse que j'ai éprouvée quelque temps après le départ de Jean-Claude Duvalier. Au départ de Jean-Claude Duvalier, bon Dieu, jeune écolier, jeune collégien, où on croyait à une nouvelle Haïti, on pensait que le soleil allait enfin se lever, mais on a découvert que ceux qui ont combattu Duvalier pendant 29 ans et qui réclamaient à corps et à cri son départ, on a découvert que aucun d'entre eux n'était prêt à occuper le pouvoir. Seul Leslie Maniga, peut-être, avait un certain sens de l'État. On sentait qu'il était prêt, dès le jour 1, à occuper les pouvoirs. Mais aucun de ceux qui ont succédé à Jean-Claude Duvalier n'était prêt. Jean-Bertrand Aristide avait peut-être la popularité, mais il n'avait pas le sens de l'État pour diriger le pays. Et donc, ayons le courage et l'intégrité de le réaliser. Nos occasions ratées s'expliquent par le fait que ceux qui sont dans la rue pour réclamer le pouvoir ne se donnent même pas la peine de se préparer pour le pouvoir. Et ça n'a rien à voir avec l'expérience ministérielle. Leslie Voltaire était ministre, mais on voit bien que c'est un con lorsqu'il était là. Edgar Leblanc, dont on va parler, était sénateur et président, n'est-ce pas, du Sénat haïtien, mais on voit bien qu'il n'était pas prêt au pouvoir. Alix Didier Fils-Aimé, qui était candidat soit au Sénat, soit au député, candidat malheureux, on voit bien qu'il n'était pas prêt au pouvoir. Mais bon Dieu, il n'y a rien de plus frustrant que de voir un homme ou une femme se déchirer la chemise pour remplacer quelqu'un d'autre à un poste. Et quand enfin il a l'occasion d'occuper ce poste, vous réalisez qu'il ne s'était jamais donné la peine de se préparer véritablement pour ce poste. Tout ce qui l'intéressait, c'était les avantages de ce poste.
d'Alix Didier Fils-Aimé, remontons à Kony. Lui, il s'était donné une aura d'homme du blanc. C'était l'homme de Clinton, en effet. Il était le chef de cabinet de Clinton quand Clinton détournait les fonds de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Il était son chef de cabinet, donc il assistait des premières loges au détournement, aux magouilles de Clinton. Et donc il s'est il s'est donné cette aura, et je vous ai dit qu'à un moment donné, Kony passait jusqu'à 70 appels par jour vers Haïti. Il appelait tout le monde, Jean-Bertrand Aristide, il appelait, n'est-ce pas, Privert, il appelait Evans Paul, il appelait chaque membre du CPT pour convaincre tout le monde qu'il est l'homme de la situation. Mais on a rapidement vu que Kony n'était pas préparé, c'est un sacré menteur. Il est arrivé au pouvoir en mentant, il est arrivé au pouvoir en s'entourant d'hommes et de femmes aussi voleurs que lui, en promettant à Martelly, exemple, qu'il n'y aurait jamais de procès Petro-Caribé, et pour en donner l'assurance à Martelly, mais il a nommé ministre de la Justice l'avocat personnel de Martelly, qui est au passant son avocat personnel. Un gouvernement de voleurs et de corrompus, et lui, ce qu'il faisait, c'était de voyager presque à chaque 2 semaines en mentant. Et on a vu que l'homme, il était au pouvoir, je pense, de juin à novembre. Kony n'a jamais posé un seul geste qui aille dans le sens de la sécurisation du pays. On le voyait organiser des rencontres. Et nous sommes plusieurs à penser que même sa maladie était une mise en scène pour essayer d'aller chercher la sympathie de la population haïtienne, qui est un peuple sentimental, on le sait. Donc, de Kony à Didier Fils-Aimé, on n'est pas sorti du trou, on n'est pas sorti du bois, on est mal barré. 2 incompétents, 2 crétins. L'un n'était plus tapageur, il faisait du tapage, il s'entourait d'une aura d'être l'homme du blanc. L'autre, c'est l'homme du secteur des affaires qui place ses pions de manière à s'assurer que toutes les sources financières, les sources économiques du pays restent sous le contrôle de ce mafieux secteur des affaires. On n'est pas sorti du trou. Maintenant, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je vais en parler. Je vous avais dit que je laisserai un certain temps aux coureurs. Lorsqu'Antoine Augustin, mon ami, fut nommé ministre de l'Éducation, je l'ai personnellement appelé pour lui dire « Monsieur le ministre, ce n'est plus l'ami qui parle, c'est le patriote. » Vous vous souvenez qu'on avait eu des discussions sur la gestion de Nesmi Maniga, votre prédécesseur, sur les fonds de l'éducation nationale. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? À chaque fois que vous envoyez de l'argent en Haïti, l'État haïtien, depuis Michel Martelly, perçoit 1,50 $ sur chaque transfert que vous faites vers Haïti. Et vous savez qui contrôle ces fonds-là? Le ministre de l'Éducation. Donc aujourd'hui, Antoine Augustin. J'avais personnellement dit à Antoine Augustin, vous avez 100 jours pour lancer un audit indépendant pour savoir combien d'argent est recueilli à tous les mois. Depuis Michel Martelly, d'ailleurs, en 2010-2011, comment cet argent est dépensé? Pourquoi jusqu'à présent les profs ne sont pas payés? Il m'avait promis qu'après 100 jours, il y aurait un audit. Mais Antoine Augustin, ministre de l'Éducation depuis le mois d'avril 2024. Nous sommes au mois de mars 2025, presque 12 mois plus tard. Aucun audit, aucun rapport, aucun compte-rendu. Mon Dieu, pourquoi de Nesmi Maniga à Antoine Augustin? C'est toujours le même secret. Par où est passé cet argent, monsieur Augustin? Vous êtes devenu le ministre de l'Éducation. C'est vous qui êtes, de facto, ex officio, donc, le président du conseil d'administration de ce CNE, n'est-ce pas, de ce FNE, le Fonds national pour l'éducation. L'État haïtien perçoit une taxe d'1,50 $ sur chaque transfert vers Haïti. Pourquoi, monsieur Augustin, vous faites comme Nesmi Maniga?
Antoine Augustin était sur tous les fronts pour parler de transition de rupture. Il était sur tous les fronts pour parler de la nouvelle orientation de l'éducation haïtienne. Pourquoi, diable, maintenant que vous êtes ministre, vous ne foutez rien? Est-ce qu'il y a une malédiction qui nous condamne à décevoir la population dès lors qu'on est au pouvoir? Je vous avais dit, allez réécouter mes émissions, que je lui laisserai 100 jours. Si après 100 jours, il ne lancerait pas cet audit indépendant sur les fonds nationaux sur l'éducation, je le considérerais précisément comme Nesmi Maniga, c'est-à-dire complice des détournements de fonds de ce pays. Les profs ne sont pas payés, l'État continue de percevoir 1,50 $ sur chaque transfert vers Haïti, et pourtant, il est ministre, il ne rend pas compte, lui qui pourtant s'était engagé à la chose. C'était tellement pathétique de le voir à la télévision dernièrement se plaindre encore du système. Bon Dieu, ce n'est plus un prétexte. Vous êtes à la tête du système. Vous êtes ministre de l'Éducation. Et selon le principe du gouvernement responsable, chaque ministre doit rendre compte de son ministère. Qu'est-ce que vous faites, Antoine Augustin, des fonds nationaux pour l'éducation ou du Fonds national de l'éducation? Putain. Quoi? 40 ans d'expérience dans l'enseignement, monsieur Augustin, pour me donner ça? 40 ans à prêcher sur tous les toits la méritocratie? 40 ans à prêcher sur le respect de l'éducation? Vous êtes ministre depuis bientôt 1 an? Aucune reddition de compte sur le Fonds national de l'éducation? Où est la différence entre Nesmi Maniga et vous? Où est la différence entre un ministre de l'éducation du PHTK et vous? Franck Etienne, qui nous a laissé dernièrement, avait raison d'en pelle tête. Les politiciens haïtiens sont passés maîtres dans l'art de discourir. Des discours ronflants, des discours insipides aussi longtemps qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont patriotes aussi longtemps qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais parvenus au pouvoir, ils volent comme les autres. Ils détournent les fonds comme les autres. Ils sont complices de corruption comme les autres. C'est à croire que le gouvernement haïtien est dans son ADN même une organisation de malfaiteurs. Il nous faut dire aussi un mot sur Edgar Leblanc. Avant de parler des 3 autres. Il nous faut parler d'Edgar Leblanc, oui. Après, on va parler, n'est-ce pas, de Louis-Gérald Gilles, on va parler d'Emmanuel Vertillaire, on va parler de Smith Augustin. Ces 3 voleurs, vous vous en souvenez? Qui, dès le moment où ils ont été installés comme conseillers présidentiels de transition, ils sont allés rançonner un ancien président de banque pour 100 millions de gourdes. Et là, vous savez quoi? Tout le monde était scandalisé, mais les autres membres du conseil disent « Mais nous n'avons pas de provision pour les congédier. De toute manière, nous volons tous. » Quel pays! Mais quelle gang de voleurs! Arrêtons-nous ici, les amis. Et au retour, analysons l'inaction d'Edgar Leblanc avant de nous appesantir sur les 3 voleurs patentés que les autres voleurs du CPT refusent de congédier sous prétexte qu'ils n'ont pas de provision légale. Mais ils n'ont pas plus de provision légale pour être à la tête du pays. Arrêtons-nous ici. On revient après la pause, c'est promis. À tout à l'heure. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique,
Vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Il faut qu'on dise un mot aussi sur le très incapable Alix Didier Fils-Aimé. Il est là depuis le mois de novembre, à la démission de Kony. Lorsque ce conseil présidentiel qui patauge dans l'incompétence, qui patauge dans la corruption, qui patauge dans le népotisme, dans le clientélisme, lorsque ce conseil-là a nommé rapidement Alix Didier Fils-Aimé, j'ai appelé un membre du conseil. J'ai dit, mais pourquoi l'avez-vous choisi? J'ai lu le CV du monsieur, il est aussi léger qu'une plume d'oie. Et vous savez ce qu'on m'a répondu? Vous savez, il est là pour deux raisons, parce que on ne voulait pas se mettre à froid le secteur des affaires, parce que le secteur des affaires voulait un homme d'affaires comme Premier ministre, mais de deux, parce que c'est le fils de l'autre, hein, vous savez. C'est vrai qu'il a déjà été candidat, je pense, au Sénat, mais on n'a pas voté pour lui. Mais là, le secteur des affaires le veut. Donc, pour ne pas mettre à froid le secteur des affaires, mais on l'a nommé. Le jour de l'installation de Alix Didier Fils-Aimé, il était aux États-Unis. Il est revenu. Mais pas préparé. Il a sorti un petit bout de papier de sa poche pour ne rien dire dans son discours. Il se lissait la moustache. Donc, de l'improvisation d'un bout à l'autre. Sauf qu'il est là depuis le mois de novembre. Nous sommes rendus au mois de mars, les amis. Rendez-moi fou, sage. Qu'est-ce qu'Alix Fils-Aimé fait? Rien. Et qui pisait? Le CPT et Alix ont mis sur pied une espèce de task force, donc une espèce de force de sécurité spécialisée. Et devinez qui est à la tête de cela? Alix Fils-Aimé. Lui qui sait absolument rien en matière de sécurité. Entre-temps, les grandes agences financières du pays, les grandes unités qui sont censées rapporter de l'argent au pays sont sous le contrôle d'Alix et donc sous le contrôle de ce même secteur des affaires qui a siphonné la population haïtienne. Et lui, il est là, pas pour faire quelque chose. Il est là pour éviter que le secteur des affaires ne soit à froid avec le conseil présidentiel. Vous voyez? Est-ce que vous vous souvenez de
la feuille de route de l'accord politique de ce conseil présidentiel qui avait mis 30 jours à rédiger un accord. Et qu'est-ce que cet accord avait prévu? Qu'il y aurait une commission indépendante dont la mission serait d'étudier les CV, d'étudier, n'est-ce pas, le profil des candidats pour nommer la personne la plus compétente. Vous notez que 1 an après la démission d'Ariel, il n'y a toujours pas de commission indépendante pour étudier les CV. Il n'y a toujours pas de commission de contrôle d'action gouvernementale. Il n'y a toujours pas de commission sur la conférence souveraine. Vous savez, quand je regarde aller les membres du CPT, j'ai précisément la même tristesse que j'ai éprouvée quelque temps après le départ de Jean-Claude Duvalier. Au départ de Jean-Claude Duvalier, bon Dieu, jeune écolier, jeune collégien, où on croyait à une nouvelle Haïti, on pensait que le soleil allait enfin se lever, mais on a découvert que ceux qui ont combattu Duvalier pendant 29 ans et qui réclamaient à corps et à cri son départ, on a découvert que aucun d'entre eux n'était prêt à occuper le pouvoir. Seul Leslie Maniga, peut-être, avait un certain sens de l'État. On sentait qu'il était prêt, dès le jour 1, à occuper les pouvoirs. Mais aucun de ceux qui ont succédé à Jean-Claude Duvalier n'était prêt. Jean-Bertrand Aristide avait peut-être la popularité, mais il n'avait pas le sens de l'État pour diriger le pays. Et donc, ayons le courage et l'intégrité de le réaliser. Nos occasions ratées s'expliquent par le fait que ceux qui sont dans la rue pour réclamer le pouvoir ne se donnent même pas la peine de se préparer pour le pouvoir. Et ça n'a rien à voir avec l'expérience ministérielle. Leslie Voltaire était ministre, mais on voit bien que c'est un con lorsqu'il était là. Edgar Leblanc, dont on va parler, était sénateur et président, n'est-ce pas, du Sénat haïtien, mais on voit bien qu'il n'était pas prêt au pouvoir. Alix Didier Fils-Aimé, qui était candidat soit au Sénat, soit au député, candidat malheureux, on voit bien qu'il n'était pas prêt au pouvoir. Mais bon Dieu, il n'y a rien de plus frustrant que de voir un homme ou une femme se déchirer la chemise pour remplacer quelqu'un d'autre à un poste. Et quand enfin il a l'occasion d'occuper ce poste, vous réalisez qu'il ne s'était jamais donné la peine de se préparer véritablement pour ce poste. Tout ce qui l'intéressait, c'était les avantages de ce poste. D'Alix Didier Fils-Aimé, remontons à Conny. Lui, il s'était donné une aura d'homme du blanc. C'était l'homme de Clinton. En effet, il était le chef de cabinet de Clinton quand Clinton détournait les fonds de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Il était son chef de cabinet, donc il assistait des premières loges au détournement, aux magouilles de Clinton. Et donc, il s'est donné cette aura. Et je vous ai dit qu'à un moment donné, Conny passait jusqu'à 70 appels par jour vers Haïti. Il appelait tout le monde, Jean-Bertrand Aristide, il appelait, n'est-ce pas, Privert, il appelait Evans Paul, il appelait chaque membre du CPT pour convaincre tout le monde qu'il est l'homme de la situation. Mais on a rapidement vu que Conny n'était pas préparé, c'est un sacré menteur. Il est arrivé au pouvoir en mentant, il est arrivé au pouvoir en s'entourant d'hommes et de femmes aussi voleurs que lui, en promettant à Martelly, exemple, qu'il n'y aurait jamais de procès Petro-Caribé, et pour en donner l'assurance à Martelly, mais il a nommé ministre de la Justice l'avocat personnel de Martelly, qui est au passant son avocat personnel. Un gouvernement de voleurs et de corrompus, et lui, ce qu'il faisait, c'était de voyager presque à chaque 2 semaines en mentant. Et on a vu que l'homme, il était au pouvoir, je pense, de juin à novembre. Conny n'a jamais posé un seul geste qui aille dans le sens de la sécurisation du pays. On le voyait organiser des rencontres. Et nous sommes plusieurs à penser que même
Sa maladie était une mise en scène pour essayer d'aller chercher la sympathie de la population haïtienne, qui est un peuple sentimental, on le sait. Donc, de Conille à Didier Fils-Aimé, on n'est pas sorti du trou, on n'est pas sorti du bois, on est mal barré. Deux incompétents, deux crétins. L'un n'était plus tapageur, il faisait du tapage, il s'entourait d'une aura d'être l'homme du blanc. L'autre, c'est l'homme du secteur des affaires qui place ses pions de manière à s'assurer que toutes les sources financières, les sources économiques du pays restent sous le contrôle de ce mafieux secteur des affaires. On n'est pas sorti du trou. Maintenant, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je vais en parler. Je vous avais dit que je laisserai un certain temps aux coureurs. Lorsqu'Antoine Augustin, mon ami, fut nommé ministre de l'Éducation, je l'ai personnellement appelé pour lui dire « Monsieur le ministre, ce n'est plus l'ami qui parle, c'est le patriote. » Vous vous souvenez qu'on avait eu des discussions sur la gestion de Nesmi Maniga, votre prédécesseur, sur les fonds de l'éducation nationale. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? À chaque fois que vous envoyez de l'argent en Haïti, l'État haïtien, depuis Michel Martelly, perçoit 1,50 $ sur chaque transfert que vous faites vers Haïti. Et vous savez qui contrôle ces fonds-là? Le ministre de l'Éducation. Donc aujourd'hui, Antoine Augustin. J'avais personnellement dit à Antoine Augustin, vous avez 100 jours pour lancer un audit indépendant pour savoir combien d'argent est recueilli à tous les mois. Depuis Michel Martelly, d'ailleurs, en 2010-2011, comment cet argent est dépensé? Pourquoi jusqu'à présent les profs ne sont pas payés? Il m'avait promis qu'après 100 jours, il y aurait un audit. Mais Antoine Augustin, ministre de l'Éducation depuis le mois d'avril 2024. Nous sommes au mois de mars 2025, presque 12 mois plus tard. Aucun audit, aucun rapport, aucun compte-rendu. Mon Dieu, pourquoi de Nesmi Maniga, Antoine Augustin? C'est toujours le même secret. Par où est passé cet argent, monsieur Augustin? Vous êtes devenu le ministre de l'Éducation. C'est vous qui êtes de facto ex officio, donc le président du conseil d'administration de ce CNE, n'est-ce pas, de ce FNE, le Fonds national pour l'éducation. L'État haïtien perçoit une taxe d'1,50 $ sur chaque transfert vers Haïti. Pourquoi, monsieur Augustin, vous faites comme Nesmi Maniga? Antoine Augustin était sur tous les fronts pour parler de transition de rupture. Il était sur tous les fronts pour parler de la nouvelle orientation de l'éducation haïtienne. Pourquoi, diable, maintenant que vous êtes ministre, vous ne foutez rien? Est-ce qu'il y a une malédiction qui nous condamne à décevoir la population dès lors qu'on est au pouvoir? Je vous avais dit, allez réécouter mes émissions, que je lui laisserai 100 jours. Si après 100 jours, il ne lancerait pas cet audit indépendant sur les fonds nationaux sur l'éducation, je le considérerais précisément comme Nesmi Maniga, c'est-à-dire complice des détournements de fonds de ce pays. Les profs ne sont pas payés, l'État continue de percevoir 1,50 $ sur chaque transfert vers Haïti, et pourtant, il est ministre, il ne rend pas compte. Lui qui pourtant s'était engagé à la chose. C'était tellement pathétique de le voir à la télévision dernièrement se plaindre encore du système. Bon Dieu, ce n'est plus un prétexte. Vous êtes à la tête du système. Vous êtes ministre de l'Éducation et selon le principe du gouvernement responsable, chaque ministre doit rendre compte de son ministère. Qu'est-ce que vous faites, Antoine Augustin, des fonds nationaux pour l'éducation ou du Fonds national de l'éducation? Putain. Quoi? 40 ans d'expérience dans l'enseignement, monsieur Augustin, pour me donner ça?
40 ans à prêcher sur tous les toits la méritocratie. 40 ans à prêcher sur le respect de l'éducation. Vous êtes ministre depuis bientôt 1 an. Aucune reddition de compte sur le Fonds national de l'éducation. Où est la différence entre Nesmi Maniga et vous? Où est la différence entre un ministre de l'éducation du PHTK et vous? Franck Etienne, qui nous a laissé dernièrement, avait raison d'en pelle tête. Les politiciens haïtiens sont passés maîtres dans l'art de discourir. Des discours ronflants, des discours insipides aussi longtemps qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils sont patriotes aussi longtemps qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais parvenus au pouvoir, ils volent comme les autres. Ils détournent les fonds comme les autres. Ils sont complices de corruption comme les autres. C'est à croire que le gouvernement haïtien est dans son ADN même une organisation de malfaiteurs. Il nous faut dire aussi un mot sur Edgar Leblanc. Avant de parler des 3 autres, il nous faut parler d'Edgar Leblanc, oui. Après, on va parler, n'est-ce pas, de Louis-Gérald Gilles, on va parler d'Emmanuel Verthilaire, on va parler de Smith Augustin. Ces 3 voleurs, vous vous en souvenez? Qui, dès le moment où ils ont été installés comme conseillers présidentiels de transition, ils sont allés rançonner un ancien président de banque pour 100 millions de gourdes. Et là, vous savez quoi? Tout le monde était scandalisé, mais les autres membres du conseil disent « Mais nous n'avons pas de provision pour les congédier. De toute manière, nous volons tous. » Quel pays! Mais quelle gang de voleurs! Arrêtons-nous ici, les amis. Et au retour, analysons l'inaction d'Edgar Leblanc avant de nous appesantir sur les 3 voleurs patentés que les autres voleurs du CPT refusent de congédier sous prétexte qu'ils n'ont pas de provision légale. Mais ils n'ont pas plus de provision légale pour être à la tête du pays. Arrêtons-nous ici. On revient après la pause, c'est promis. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Edgar Leblanc, c'était le gestionnaire du statu quo. Ça, c'est aussi une autre déception. Edgar Leblanc, c'est l'homme sur qui on fondait un certain espoir parce que, on n'a jamais su dire grand-chose sur lui en matière de corruption. Il est passé au Sénat, il en est sorti, il a continué à mener une vie modeste. Il a même été président du Sénat quand on sait que les Lambert, pendant leur présidence du Sénat, ont saigné à blanc les caisses de l'État. Quand on sait que les La Tortue ont fait la même chose. Mais Edgar Leblanc, ceci nous inspirait un peu d'espoir. Mais il a passé 4 mois comme président du conseil présidentiel. Il n'a rien foutu. Non, il a fait quelque chose. Il a menti 2 fois. Vous vous souvenez, il est allé à Kingston rencontrer les gens de la CARICOM et il a dit que la vie nocturne à Port-au-Prince a repris depuis que le CPT s'est installé. Mais on s'est dit, mais de quel Port-au-Prince parle-t-il? Et c'est tellement laid de voir un aîné mentir. Et la deuxième chose qu'il a faite, c'est de prononcer un beau discours, mais qui a été assombri par ce geste ô combien embarrassant de soulever un pot d'eau. C'est laid.
Et puisque l'homme représentait la nation, on n'a pas le choix que d'être dur, parce qu'il a fait rire d'Haïti. Au point que des États-Unis jusqu'au Canada, on a ri de la chose. Vous savez, il y a un show annuel qui est diffusé, c'est le show peut-être le plus écouté au Canada, qui s'appelle Bye Bye. Et la chose était à ce point embarrassante que dans le Bye Bye du Canada cette année, on a parlé de ce geste ô combien embarrassant du président d'Haïti qui a soulevé un pot d'eau en lieu et place d'un verre. Il y a un mot qu'on appelle protocole. Il y a des gens qui sont responsables du protocole. Il y a un mot qu'on appelle décorum. Mais il n'y avait personne autour d'Edgar pour considérer cette affaire. Et depuis, il fait le gros dos, parce que bon, lui, il ne voulait pas laisser. Après tout, il a été élu pour être coordonnateur du conseil présidentiel de transition pour les 2 ans de transition. Sauf que là, on s'approche dangereusement du 7 février 2026. J'ai bien hâte, si jamais, hélas, le CPT, je dis bien hélas, car je ne souhaite pas qu'il reste. Si jamais le CPT arrivait au 7 février 2026, j'ai bien hâte de voir quel lapin ces gens-là vont sortir de leur chapeau pour rester au pouvoir. Vous savez pourquoi Edgar Leblanc est aussi décevant que les autres? Parce que lui, comme les autres, il a des frais pour une seconde résidence à Port-au-Prince, lui qui a toujours vécu à Port-au-Prince. Lui, comme les autres, il a fait main basse sur le budget qui était prévu pour les services de renseignement du pays. Mais lui, avec les autres, c'est partager ce budget. Lui, comme les autres, n'est-ce pas, a saucissonné la police parce que désormais, chaque membre du CPT est protégé par un cordon de policiers. Pendant ce temps, il manque des policiers pour sécuriser la population haïtienne. Ils sont tous décevants et ça devient déprimant. Parlons des 3 voleurs là, car ce sont 3 voleurs. Emmanuel Vertiller, Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin, eux qui ont tenté de rançonner un président de banque à hauteur de 100 millions de gourdes pour qu'il le reconduise à la présidence du conseil d'administration de cette banque. La chose a fait grand bruit et on pensait à un moment donné que les autres membres du conseil présidentiel qui sont majoritaires allaient avoir un certain sens de honte et de dignité pour botter le derrière à ces 3 voleurs. Mais non, ils se sont accommodés d'eux. Ces 3 voleurs ont voté pour Leslie Voltaire pour qu'il devienne président en remplacement d'Edgar Leblanc et aujourd'hui pour Fritz Voltaire. Et ils attendent leur tour. Mais c'est terrible. Et Leslie Voltaire appelle ça l'alternance au pouvoir. Bon Dieu. Vous savez ce qu'il y a de plus gênant? Si je vous pose naïvement la question, si jamais on devait remplacer ces salopards, ces voleurs, ces corrompus, qui voyez-vous? Je vous invite à écrire les noms au bas de l'écran. Faites gaffe. Faites gaffe parce que vous avez eu la même naïveté, moi compris, nous avons eu la même naïveté lorsqu'on pensait qu'un Edgar Leblanc, lorsqu'on pensait qu'un Leslie Voltaire, lorsqu'on pensait qu'un Fritz Jean ferait mieux. Savez-vous ce que l'expérience m'apprend dans la chose politique haïtienne? Quand vous mettez au pouvoir des gens désargentés, quand vous mettez au pouvoir des gens qui ont été dans un chômage maquillé pendant les dernières années, parvenus au pouvoir, leur première priorité et leur seule motivation, c'est de ne plus redevenir pauvres. Je vous mets au défi de me trouver un seul ministre de ce gouvernement. Je vous mets au défi de me citer un seul membre de ce conseil présidentiel dont la première motivation, ce n'est pas de s'enrichir de manière à ne plus redevenir pauvre. Faites attention,
Je vois bien des noms. Je vois bien des gens qui se construisent une certaine image premier ministrable, une certaine carapace présidentielle. Faisons attention. C'est un pays sans institutions, c'est un pays où les institutions sont faibles. Et quand vous nommez quelqu'un vous placez quelqu'un dans un poste, dans un pays où il n'y a pas d'institution, le premier réflexe de cette personne, c'est de s'enrichir de manière à mettre sa famille à l'abri désormais de toute privation. Voilà notre drame. Après la médecine que les membres du CPT m'ont servi, après la leçon que j'ai apprise à la dure sur et les membres de ce gouvernement et les membres de ce conseil présidentiel, je vous fais un aveu. Je n'oserais plus jamais penser que quelqu'un en Haïti, en ce moment, pourrait faire la différence. Je vous le dis. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde en Haïti est voleur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne les connais pas tous. Cette généralité serait indigne de moi. Mais je vous dis que dans l'Haïti actuelle, cet Haïti où les gens sont privés du primum vivere, où les gens, vous et moi, nous pensons à la fin du mois. Est-ce qu'on va pouvoir payer nos factures le premier du mois? Dans une Haïti où les gens pensent à la fin de la journée, est-ce qu'ils vont voir le lendemain? Est-ce qu'ils vont pouvoir manger le lendemain? Je vous le dis, dans l'Haïti d'aujourd'hui, je n'oserais pas voter pour un seul homme ou une seule femme pour lui confier la direction du pays en m'imaginant qu'il ferait mieux que ceux qui sont là. Quand Martelly est parti, vous pensez qu'il était possible que quelqu'un fasse pire que Martelly? On a eu un Jovenel. Quand Jovenel est parti, vous pensez qu'il était possible de faire pire que Jovenel? On a eu un Ariel. Quand Ariel a été kidnappé par les Américains, vous pensez qu'il était possible de faire pire qu'un Ariel? On a aujourd'hui 9 hommes et un gouvernement qui font pire qu'Ariel. Alors, tirons des leçons. Quoi faire, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. On dirait que ce pays-là, désormais, est marqué au coin d'un chromosome qu'on appelle la corruption. Avez-vous vu ce qu'a fait Leslie Voltaire pendant le peu de temps qu'il était conseiller présidentiel? Il a placé à la tête du pays, dans la diplomatie, ses anciens amis. Des gens qui n'avaient rien foutu quand ils étaient là, quand ils avaient déjà servi. Mais lui, c'est comme s'il avait une dette envers eux. Eh bien, il les a replacés. Donc, il récompense ceux qui n'avaient rien fait. Mais c'est exactement ce qu'avait fait Ariel, qui avait nommé ambassadeur à l'OEA un ancien chef de police qui avait collaboré à l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais, putain, c'est quoi le problème avec cette classe politique? Soyez prudents, ok? Dans un pays où il n'y a pas d'institution, quand on place quelqu'un qui n'a pas le sou à la tête de ce pays, son premier réflexe, c'est de se mettre à tout jamais à l'abri de privation et de famine. En sorte qu'aujourd'hui, tandis qu'on marque le premier anniversaire du départ d'Ariel et qu'il nous faut constater que 12 mois plus tard, nous avons fait pire qu'Ariel, je ne sais pas. Haïti est devenue une terre de voleurs, une terre de corrompus. Si vous prenez le temps, et j'ai fait l'exercice, de regarder ceux qui sont dans les cabinets des divers ministres, dans le cabinet du ministre de l'Éducation, dans le cabinet du ministre de la Culture, dans le cabinet du ministre de l'Économie, et nommez-en, ce sont les mêmes vieilles têtes. Des gens qui pendant un temps étaient au chômage, qui attendaient leur tour. Maintenant qu'ils ont l'occasion de rentrer au ministère, ils reviennent comme consultants. Ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien. C'est des gens qui sont payés comme consultants, qui sont payés pour donner des conseils en communication, pour donner des conseils en ceci, seulement pour avoir un petit chèque. Et vous notez qu'il y a un pacte de non-agression entre les terroristes et eux.
Quand Pablo Escobar menait ses combats en Colombie, il kidnappait des ministres, il kidnappait des fils de juges, il kidnappait les enfants, les femmes de ministres. Mais vous notez que aucun membre du gouvernement n'est inquiété. Les membres du gouvernement suivent le même trajet tous les matins, à bord des mêmes véhicules. On leur sert à manger, c'est toujours le même service de traiteur, ils sont heureux. Vous regardez, est-ce que vous regardez leurs photos? Donc ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même patron. Ils ont pour patron, n'est-ce pas, de grandes agences immobilières qui chassent la population civile de Port-au-Prince de manière à transformer Port-au-Prince en une station balnéaire. La baie de Port-au-Prince, c'est une merveille, les amis, vue de haut. Donc on veut chasser la population civile de Port-au-Prince de manière à ce qu'un jour on puisse dire, écoutez là, les gens ont déjà laissé leur territoire, ils ont laissé leur quartier. On va leur donner quelques gourdes et là, on va donner du travail à tout le monde. On va construire des hôtels, etc. C'est ça le plan, les amis. C'est pour cela que vous voyez, les terroristes suivent un plan de contrôle de territoire. Ils connaissent les lieux et ils n'attaquent pas les membres du gouvernement. Le gouvernement n'est pas inquiété par barbecue. Le Premier ministre n'est pas inquiété. Le CPT n'est pas inquiété. Gratter d'eau, m'a gratté d'eau. Scratch my back, I will scratch yours. Je ne t'emmerde pas, ne m'emmerde pas. Mon patron me dit de chasser la population civile pour faire de la gentrification. Votre patron vous dit à vous, membres du gouvernement, n'attaquez pas vraiment les terroristes et tout le monde est content. Le plus grand perdant, c'est le peuple. La plus grande perdante, c'est la population civile. Et c'est pour ça que je vous dis, si les membres du CPT étaient sérieux, et nous savons qu'ils ne sont pas sérieux, si Fridjan était sérieux, il ferait la seule chose qui compte. Il sous-traiterait la sécurité du pays à des spécialistes qui connaissent la chose. Je vous ai dit qu'il y a des organisations d'anciens militaires, d'anciens snipers qui se spécialisent dans la sécurisation d'aires stratégiques. À un moment donné, à Kaboul, l'armée américaine était sécurisée par des compagnies autres que l'armée américaine. C'est ce qu'on appelle la sous-traitance de la sécurité. Israël est spécialisé. Il y a de ces organisations spécialisées en Israël pour sécuriser les lieux. Si Fridjan est sérieux, il va faire la seule chose qui compte, la seule, Fritz. Ne me parlez pas de la gouvernance foutaise. Ne me parlez pas de corruption, vous n'êtes pas crédible. Vous faites partie d'une gang de gens corrompus. Faites la seule chose qui compte. Faites appel à une organisation qui se spécialise dans la sécurité d'endroits stratégiques, payez-leur tout ce qu'il faut. Demandez à Antoine Augustin de rendre des comptes sur le Fonds national de l'éducation. Chaque transfert qui se fait en Haïti, il y a de l'argent qui entre. Vous parlez de budget de guerre, voilà, je vous prends au mot. Prenez cet argent-là, payez une organisation spécialisée là-dedans et nettoyez-moi Port-au-Prince de ces terroristes. Autrement, je ne vous prendrai pas au sérieux. Bonne semaine, les amis. Quel pays, quelle engeance de voleurs que sont nos dirigeants, quelle engeance de rapaces que sont nos futurs dirigeants. Vous savez qu'il y en a qui attendent leur tour, là. Oh merde, depuis le départ de Duvalier que j'attends mon tour. On va sortir le CPT pour que j'aille faire un petit peu d'argent. De toute manière, c'est cela. Ouf. Bonne semaine quand même, les amis. Essayons de garder le moral. C'est plus difficile aujourd'hui, je l'avoue. Car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir.